J'ouvre le second débat de ce sens public volontairement décalé de l'actualité du jour. Direction la Chine, le président Xi Jinping vient de faire arrêter le plus haut gradé de son armée. Pourquoi une telle purge? Quelle est son ampleur? Peut-elle déboucher sur une opération militaire à Taïwan? Avant de répondre à ces questions avec nos experts, le constat en images, Céline Schmitt. C'était le général le plus gradé de l'armée chinoise. Un ami d'enfance de Xi Jinping, leur père avait combattu pour Mao. Zhang Yuxa avait jusqu'à présent su résister aux purges orchestrées depuis 2012 au sein de l'armée populaire de libération. Mais depuis fin janvier, l'ancien plus puissant général de Chine est soupçonné de violations graves de la discipline et de la loi, des termes pour le moins flous. Donc en réalité, on ne sait pas ce que l'on reproche précisément à Zhang Yuxia aujourd'hui. Ce sont pour le moment que des spéculations, ça peut être effectivement de la corruption, j'y crois finalement assez peu. Ça peut être aussi une question de divergence politique ou de perception de déloyauté par Xi Jinping. Au moins 2 douzaines de responsables militaires et de l'industrie de défense ont été démis de leurs fonctions ces dernières années, sans compter les sanctions prises contre près d'1 million de fonctionnaires chinois. Mais avec l'éviction de Zhang Yuxia, la reprise en main de l'armée monte encore d'un cran. Aujourd'hui, la commission militaire centrale, organe de commandement militaire suprême de l'appareil chinois, ne compte plus que 2 membres, le responsable chargé des purges et Xi Jinping lui-même. La question de Taïwan fait partie des principales motivations, a priori, pour expliquer le limogeage de Zhang Yuxia et de Liu Zhenli, qu'il est possible que ces considérations aient remis en cause l'objectif d'une capacité pleine et entière de l'armée populaire de libération à livrer bataille pour 2027. 2027, c'est la date butoir que s'est fixée Xi Jinping pour que son armée soit en mesure d'envahir avec succès Taïwan. Du côté de Taipei, la décapitation du commandement de l'armée chinoise est un soulagement de courte durée. Une des craintes qui émerge depuis Taïwan, c'est qu'en l'absence de personnes de haut gradé avec une expérience de terrain, il puisse y avoir une escalade, donc une dégradation très forte des relations à travers le détroit et que ça puisse conduire à une invasion de grande ampleur. Officiellement, la doctrine de Pékin reste d'unifier la Chine de manière pacifique. Débat autour de ces purges dans l'armée chinoise. Xi Jinping prépare-t-il une invasion de Taïwan? On en débat donc avec Valérie Niquet. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle Asie à la Fondation pour la recherche stratégique et vous publiez Taïwan face à la Chine vers la guerre avec un point d'interrogation. C'est aux éditions Talendier. Pierre-Antoine Denet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes rédacteur en chef d'Asia Magazine et auteur de ce livre Taïwan survivre libre aux éditions Nevikata. Marianne Perrondoise, bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes directrice de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions stratégiques en Asie et vous publiez Géopolitique des mers et des océans. C'est à paraître prochainement aux éditions du Cavalier Bleu. Et Jean-Sébastien Ferjou est resté à mes côtés, éditorialiste pour Sens Public, directeur du site Atlantico. Zhang Yuxia, pardon pour la prononciation, vice-président de cette commission militaire centrale chinoise qui a donc été interpellé, on vient de le voir, fin janvier. C'était quoi, une sorte de chef d'état-major, de ministre de la Défense? On pouvait le situer où, Valérie Niquet? Il occupait un poste extrêmement important au sein de la commission militaire centrale du Parti communiste, qui est le lieu où se prennent les décisions stratégiques, avec à sa tête Xi Jinping, bien entendu, et toute une série de membres qui occupent par ailleurs des postes importants au sein de l'armée populaire de libération, soit comme généraux véritablement militaires, soit comme ça y est, j'ai un trou, les conseillers politiques, en fait, voilà, donc qui occupent ce rôle-là. La Chine a également un ministère de la Défense civile, entre guillemets, de l'État chinois, qui ne joue aucun rôle en dehors de celui de représentation et d'interface avec les armées étrangères, quand il y a des contacts. Donc, oui, ce qui est assez fascinant, c'est depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir, alors qu'il a lancé ses campagnes anti-corruption depuis 2012-2013, qui ont énormément frappé l'armée, eh bien, il ne contrôle toujours rien, en réalité. Vous l'analysez comme ça. C'est-à-dire, s'il doit limoger cet homme, c'est parce qu'il ne contrôle pas l'armée. C'est pas que cet homme. Il a limogé des dizaines de généraux chinois, des millions de fonctionnaires. L'armée a été particulièrement touchée. L'armée a traditionnellement des tensions assez fortes dans les relations entre vrais militaires
l'armée est l'armée du parti, n'oublions pas. Oui. Elle n'est pas là pour défendre le pays, elle est là pour maintenir au pouvoir le Parti communiste chinois. Et depuis Mao, les tensions entre la partie militaire et la partie civile sont complexes. Oui. Et donc, est-ce que d'une certaine façon, Pierre-Antoine Denez, ça n'affaiblit pas l'armée, cette purge dont on parle? Ah bah, ça, c'est une certitude. Dans la mesure où, effectivement, il a écarté pour une grande partie des généraux plutôt âgés qui avaient une expérience. Et le général Zhang Youxia, par exemple, était le seul qui avait une expérience du combat, vu qu'il avait combattu au sein de l'armée populaire de libération en 1979, lorsque la Chine a essayé, il n'a pas réussi, à donner une leçon au Vietnam. Ça s'était d'ailleurs soldé plutôt par un fiasco pour l'armée chinoise. Mais oui, parce qu'en fait, il ne reste plus que 2 membres dans cette commission, et si on compte Xi Jinping lui-même. Donc ça veut dire que le commandement est en gros décapité. Alors là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je pense que le régime est tellement opaque qu'on ne peut que finalement supposer des scénarios. On n'en a jamais la certitude, mais à lire et à écouter tout ce que je vois et ce que j'entends, je crois qu'effectivement, la thèse la plus plausible est que ce général en question, qui était le numéro 1 de l'armée, avant Xi Jinping lui-même, c'était vraiment lui qui avait tout le monde sous ses ordres, n'était pas très enclin à le suivre sur le terrain de Taïwan. Alors, on y reviendra évidemment, le chapitre Taïwan va être important dans notre débat. Marianne Perrondoise, qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction, peut-être des États-Unis, évidemment, c'est vers les États-Unis, alliés principal de Taïwan, que l'on se tourne, mais peut-être aussi dans d'autres pays de la région? Alors ça renvoie effectivement des interrogations sur la stabilité au plus haut niveau et notamment des interrogations sur les capacités militaires parce que l'armée populaire de libération, en tout cas sa marine, est extrêmement visible dans le paysage stratégique de l'Indo-Pacifique, est très engagée, très agressive, évidemment, et on suppose que c'est quand même derrière Xi Jinping, qui a fait de la modernisation de toute façon de ses forces armées une des priorités de son régime, et notamment la modernisation de la marine. Et avec un certain nombre de scénarios potentiels, on vient de prononcer le mot de Taïwan, on se demande si en fait ce limogeage n'équivaut pas peut-être à mettre en place une nouvelle génération d'officiers généraux qui seraient plus enclins, je dirais, à suivre les directives bout de feu éventuellement de Xi Jinping. Et donc du côté de Taïwan, effectivement, ce limogeage progressif et systématique inquiète, puisqu'on se demande si ça n'est pas le prélude à de nouvelles initiatives. Et Dieu sait si Taïwan, on peut bien le suivre, fait face sans arrêt à des exercices de grande ampleur et donc est sans cesse un peu sur l'expectative. Le Japon, dont on a vu les relations avec la Chine se dégrader justement sur le thème plus ou moins direct de Taïwan, se demande effectivement si ça n'est pas le signe avant-coureur d'un durcissement et de certaines initiatives offensives, évidemment. Alors, effectivement, il y a quand même cette question générale. Peut-être avant de rentrer vraiment dans l'analyse du risque, parce qu'il ne faut pas non plus peut-être le surestimer, je voudrais qu'on se pose une question sur la société chinoise face à ce qui se passe. Et je vous propose un élément intéressant, c'est une conférence de presse, c'est le porte-parole du ministère de la Défense, on est le 29 janvier dernier, il y a quelques jours, et il refuse tout simplement de répondre à une question d'une journaliste, en l'occurrence, sur ce limogeage. Récemment, le vice-président de la commission militaire centrale, Zhang Youxia, a fait l'objet d'une enquête. Le porte-parole peut-il fournir davantage d'informations et sait-il qui sera son successeur ? Nous avons déjà publié les informations pertinentes à ce sujet. Je n'ai rien à ajouter. Oui, circuler, il n'y a rien à voir. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que quand même... C'est que la question soit posée. Comme l'a dit mon voisin, l'opacité est la marque de fabrique du système depuis toujours. Et en fait, là, on a su très vite que Zhang était limogé. Donc les nouvelles sont arrivées assez rapidement. Il y avait une volonté de le faire savoir en quelque sorte. Oui, enfin, en tout cas, les choses de toute manière, aujourd'hui en Chine, la Chine, tout est contrôlé d'une manière très stricte, mais les rumeurs passent tout de même.
Donc là, il y avait à la fois sans doute la volonté, pas du tout de gêne à dire que, bah oui, un de plus est tombé. Et comme on vient de le dire, c'est toute l'armée chinoise qui est décapitée. Ça fait un peu penser, alors c'est sans doute dans une situation moins dramatique, mais à ce qui s'était passé sous Staline, ou avant même... juste avant la Deuxième Guerre mondiale, tout l'état-major soviétique avait été éliminé, ce qui avait d'ailleurs posé de gros problèmes lorsque l'Allemagne était entrée en guerre. Donc en fait, on reconnaît le fait qu'on élimine largement toute personnalité, et pour des raisons qui effectivement restent extrêmement opaques. Ce qui est certain, c'est que toutes ces purges et ces rumeurs autour de l'armée, déjà depuis plusieurs années, touchent quand même à des armes essentielles, comme par exemple la force des lanceurs, où il y a 2 ans, il y a eu toute une série de purges, de plus d'une dizaine d'officiers qui ont été purgés, avec des accusations de malversation, de corruption, qui touchent directement cette arme qui est absolument essentielle pour Pékin, puisque c'est le principal moyen d'interdiction, en fait, dont la Chine dispose face notamment aux États-Unis. C'est ce risque éventuel de dérapage et d'escalade vers le nucléaire, un risque que personne ne veut prendre. Donc c'est des armes extrêmement importantes et qui pourtant ont été, elles aussi, très durement touchées par la corruption. Alors, il faut peut-être rappeler, Pierre-Antoine Denet, pour bien comprendre comment fonctionne le régime, il y a une formule de Mao Tse-tung qui, vous pouvez nous la rappeler, sur qui tient le manche, en quelque sorte, entre l'armée et le parti, quoi. Le parti commande au fusil. Le parti commande au fusil. C'est-à-dire que c'est le parti qui est le centre de toutes les décisions stratégiques, quelles qu'elles soient en Chine. Je crois que c'était en 2017, lors d'un congrès du parti. Ça avait été dit par Xi Jinping lui-même. Le parti commande au nord, au sud, à l'ouest et à l'est et au centre. Ça veut dire qu'il est partout. Et donc, ce qui veut dire que, évidemment, en limogeant tous ces gens-là, tout le monde a peur maintenant. Parce que plus personne ne se sent... même les alliés de Xi Jinping, ou du moins ceux qu'on pensait qui étaient ses alliés, sont eux aussi éliminés. Donc la peur règne et la soumission également du même coup. Oui. Et alors, la soumission est grave. Oui, je vais vous laisser continuer là-dessus. Je vais vous donner la parole, Jean-Sébastien, parce que moi, en préparant le débat, je me suis souvenu d'une image, vous la connaissez évidemment les unes et les autres beaucoup mieux que moi. On est en octobre 2022, le congrès du Parti communiste chinois, cérémonie de clôture. Regardez ces images, c'est l'ancien président Hu Jintao qui est escorté de force. Il est juste à côté de Xi Jinping, escorté de force vers la sortie. Il tente un peu de résister, il tente de parler à Xi Jinping et il finit par se résoudre à quitter l'Assemblée. Marianne Perrandoise, il y a ces images-là qui étaient en mondovision. Il savait très bien ce qui est le message qu'il envoyait, Xi Jinping. Et là, il y a cette purge où, effectivement, on ne se cache pas de limoger le numéro 1 ou numéro 1 bis de l'armée. À qui s'adresse-t-il, le président chinois, quand il je pense qu'il s'adresse peut-être à l'extérieur. Il envoie des messages dans son environnement. Mais c'est vrai que les régimes autoritaires, les dictateurs, on est quand même en face d'un pouvoir fort et dictatorial, aiment bien s'entourer de militaires et montrer le pouvoir qu'ils ont sur leurs armées. On a des myriades de positions, par exemple, du leader nord-coréen, où il aime effectivement trôner au milieu de ses militaires pour envoyer un message de force. Donc, quand on s'adresse effectivement au plus haut gradé de son armée et qu'on prend le risque, en fait, en toute transparence, de les mettre à l'écart, de les arrêter apparemment pour des menaces, pour des malversations de corruption, on les montre du doigt. On montre quand même un certain degré de force, même si paradoxalement, on a tendance à dire que, en fait, Xi Jinping ne maîtrise plus rien, que son armée échappe à son contrôle. Mais s'il prend le risque, effectivement, d'étêter tout le haut commandement et son état-major et sa commission militaire centrale, c'est qu'en fait, il se sent tout à fait, je dirais, responsable et assumant l'effectivité du pouvoir. Jean-Sébastien. C'est sans doute une démonstration de force au niveau domestique, mais si on regarde de l'extérieur, et pour l'avenir de la Chine au XXIe siècle, vous le disiez, la Chine est un régime autoritaire. Il y a ce vieux débat, est-ce que les démocraties sont plus ou moins efficaces que les régimes autoritaires? Parce que les régimes autoritaires ont la maîtrise du temps, le contrôle des mouvements sociaux, etc. Mais ce qui fait la force des démocraties, c'est la mise en concurrence des élites.
C'est ça qui fait que les démocraties, sur le long terme, en général, finissent toujours par s'en sortir face aux régimes autoritaires, parce que les régimes autoritaires, à force de purge, justement, ils finissent par se mettre dans un corner. Et c'est peut-être ça que nous sommes, ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Et si on raisonne sur le reste du XXIe siècle, moi je dirais que oui, au niveau domestique, c'est peut-être probablement une démonstration de force. C'est sans doute, pour le reste du monde, une forme de démonstration de faiblesse, parce que le système mandarinal a permis aux Chinois de renouveler leurs élites, mais là on a un Xi Jinping qui a cassé y compris ce système mandarinal pour faire monter des fonctionnaires compétents. Alors justement, à quel point on est dans une concentration du pouvoir, Valérie Niquet? Si on regarde l'organigramme, on est dans un pouvoir qui est hyper concentré, puisque Xi Jinping est à la fois le président de la République, alors ça c'est un titre qui ne sert pas à grand-chose, mais enfin qui permet d'être invité en tant que président de la République à l'étranger. Il est président de la commission militaire centrale, qui est un poste extrêmement important, qui est un des postes que Deng Xiaoping avait gardé, avait conservé, même après ne plus avoir de titre officiel, puisque le parti commando fusil, c'est extrêmement important. Et puis il est secrétaire général du Parti communiste chinois. Ce qui est le titre le plus important, en fait. Oui, voilà, ça et la CMC, enfin l'ensemble découlant, en fait, de sa position à la tête. Donc, on a un pouvoir très concentré et surtout, ce qu'a fait Xi Jinping et qui doit agacer beaucoup de monde en Chine et qui explique d'ailleurs peut-être, outre le fait que la corruption dans ce genre de système fait partie du système, puisque les gens sont relativement peu payés, ils peuvent accorder par exemple des nominations. Dans l'armée, tout le monde sait qu'on achète sa promotion. Et donc, tous ces gens-là payent pour monter en grade, en quelque sorte. Et puis, quand on est monté en grade, on peut obtenir plus d'argent encore. Donc, c'est un système qui est systémiquement, par nature corrompu. Donc les réformes, ça ne veut rien dire. Mais c'est un système aussi qui, effectivement, contrairement à ce qu'avait mis en place Deng Xiaoping et les suivants, où il y avait une sorte d'alternance prévue, on faisait 2 mandats, on prévoyait son successeur, et puis ensuite, les choses se passaient plus ou moins normalement. Là, Xi Jinping en est à son 3e mandat. On se demande s'il va faire en sorte de rester encore plus longtemps. Il n'y a pas de successeur en vue. Donc tous les plans de carrière sont complètement bloqués. La possibilité de s'enrichir, de grimper dans la hiérarchie du parti ou de l'armée sont bloqués. Et tout ça, évidemment, doit susciter beaucoup d'inquiétudes. J'ajouterais que Xi Jinping n'a pas intérêt à partir parce que, contrairement à ses prédécesseurs, il a aussi, avec ses campagnes de lutte contre la corruption, dont certaines se sont traduites par des suicides, morts d'hommes, etc., je pense qu'il ne s'est pas fait que des amis. Et il n'est pas du tout certain que lorsqu'il aura quitté le pouvoir, s'il le quitte, il soit traité correctement. Avec quand même, Pierre-Antoine Denecq, si on revient à la question militaire, autant de pouvoir concentré quasiment dans les mains d'un seul homme, j'essaye de ne pas être inutilement alarmiste, mais ce n'est pas rassurant, évidemment. Non, c'est à la fois, effectivement, je pense, un aveu de faiblesse quelque part. Parce que, outre ce que vient de dire ma voisine de gauche, Deng Xiaoping avait mis en place une certaine collégialité. C'est-à-dire que pour toutes les grandes décisions stratégiques qui engagent l'avenir de la Chine, ils étaient plusieurs à en débattre au sein de la commission permanente du parti, où ils sont 7. Et là, réunir tous les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, ça représente un grave danger, parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que du fait de cette soumission et de cette peur, on ne dira pas ou peu les véritables risques d'une décision ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il sera moins bien informé. Ça, c'est un. Et donc, ça, c'est un danger réel. Parce qu'il peut devenir soit irrationnel, soit prendre des mauvaises décisions. Et 2, étant seul à prendre des décisions, il peut en prendre de mauvaises. Il en a déjà pris certaines qui étaient très mauvaises, on l'a vu pendant la pandémie. Donc, le danger est là, et de plus en plus, on a l'impression qu'effectivement, ce régime qui contrôle 1,4 milliard d'individus dans le monde est tellement centralisé que tous les risques sont là pour l'avenir. Alors effectivement, on parle de ces purges, on se dit qu'il y a un mélange d'opérations main propre, en tout cas c'est le discours officiel, et puis de paranoïa politique. Jean-Sébastien, ça cache aussi autre chose, une mutation plus futuriste d'une certaine façon, on va parler d'intelligence artificielle.
Oui, parce que derrière le rideau des purges, Xi Jinping il fait face à un dilemme. Comment moderniser une armée dont on a viré tous les généraux quand on ne leur fait plus confiance. Et donc, oui, vraisemblablement, il y a l'idée d'un basculement vers l'IA. Alors, c'est pas juste dans mon cerveau en effervescence c'est un jus de crâne. que ça se produit, mais c'est documenté. Dès 2017, le Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine avait publié son plan national pour faire de la Chine le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Et il y avait très explicitement un volet dual avec d'un côté le civil, de l'autre côté le militaire. En 2019, le livre blanc du ministère chinois de la Défense nationale avait clairement évoqué la volonté de gagner les guerres futures par gentillisation, je vais y arriver. Oui. Je crois que le terme officiel en chinois, c'est Zinengua, j'y arrive mieux paradoxalement, enfin, je ne sais pas pour la prononciation, mais... Et c'est donc l'intégration massive de l'IA dans l'armée. Ça a été confirmé aussi par les think tanks américains ou par le rapport annuel du département de la défense des États-Unis en 2023 sur les capacités militaires chinoises qui souligne que Pékin développe activement des systèmes d'aide à la décision stratégique ou au commandement assisté. Autant dire que la trajectoire technologique, elle est déjà là. Peut-être que ce à quoi on assiste là, c'est une accélération politique. Qu'est-ce que change les purges, une accélération de cette trajectoire, exactement, puisqu'il fragilise le capital humain, on l'a dit. Et donc, comment on fait quand on a remplacé l'expertise par la loyauté? On a sans doute une armée plus disciplinée, mais beaucoup moins créative. Et il se trouve que la Chine, par ailleurs, s'est fixée comme objectif autour de 2027 d'être prête à des opérations militaires majeures. Elle ne peut donc pas vraiment se permettre une chaîne de commandement qui serait paralysée par la méfiance interne. Donc on est face peut-être à une forme de transfert de commandement vers une guerre algorithmique. Avec des conséquences, on peut parler d'un pari technologique, mais des conséquences évidemment qui vont au-delà de la Chine pour l'équilibre mondial. Oui, bien sûr, parce qu'à court terme, c'est redoutable. Aucun cerveau humain ne peut agir aussi vite que l'intelligence artificielle. Donc, dans un conflit de haute intensité, ça peut être un avantage décisif pour celui qui est leader en la matière. Mais il y a quand même un coup caché stratégique. Clausewitz parlait du brouillard de la guerre. Vous savez, la guerre, ça reste un univers chaotique où l'instinct, quand même, peut jouer. Si l'initiative humaine est découragée politiquement, parce que tous les généraux ont peur, vous faisiez référence à Staline, il est rare que ça produise des effets très, très efficaces. Et si on n'est que sur des modèles probabiliste, même chose, ça peut mener à des décisions rapides, mais très mal adaptées au contexte réel. Là où le risque devient majeur, c'est si ça pénètre des couches, on y a fait référence, les missiles hypersoniques, le nucléaire, toutes ces armes où la rapidité est absolument essentielle. Enfin, s'il y a pas d'humains ou moins d'humains dans la boucle... Mais exactement, le danger est là, et donc ça pourrait générer en retour une forme peut-être de course aux armements chez commencer par les Américains, les États-Unis, bien sûr, et peut-être que cette décision-là, qui a l'air d'une affaire domestique, pourrait entraîner des conséquences majeures pour le reste du monde. Alors, plusieurs fois, là, on l'a vu dans notre sujet, là, vous me dites, pourquoi on parle de 2027, Pierre-Antoine Denay ? On parle de 2027 parce que Xi Jinping lui-même a appelé les forces militaires, donc l'armée populaire de libération, à être prêtes pour le combat en 2027. Il n'avait pas rejeté Taïwan, mais c'était à peu près transparent quand même. Oui. Et la CIA, eux, ils ont fourni des éléments qui font penser qu'effectivement, il a dans le viseur Taïwan pour 2027. 2027, c'est l'an prochain. Donc c'est extrêmement proche. Donc il y a aussi peut-être là une autre raison pour laquelle il a éliminé Zhang Youxia, c'est que, outre les résistances qu'il y a au sein de l'armée, il faut mettre en place le plus vite possible des gens qui lui seront totalement fidèles et prêts à tout. Et donc là aussi, il y a aussi un danger, parce que tout le monde le sait, et les experts sont à peu près unanimes, si une guerre chaude, je ne pense pas que ça sera le cas dans l'année à venir, franchement parler, mais si une guerre chaude devait éclater entre Taïwan et la République populaire de Chine, les États-Unis ne pourraient pas faire autrement que d'intervenir d'une façon ou d'une autre, qui reste bien entendu à préciser, et le risque d'escalade serait énorme, avec de fortes chances pour l'armée populaire de libération de perdre. Alors justement, on va accentuer la réflexion autour de ce risque et écouter la réaction du président taïwanais, évidemment, à la suite de ce limogeage qui fait suite à beaucoup d'autres limogeages, vous nous le disiez. La question d'une préparation d'invasion est posée par plusieurs journalistes. Voilà comment Lei Ching-te réagit. Que les changements au sein de l'armée chinoise se traduisent par des risques accrus pour Taïwan dépend en fin de compte de notre propre niveau de préparation et de la crédibilité de la dissuasion que nous mettons en place avec nos partenaires. C'est là l'élément clé. Nous devons avoir la capacité de dissuader une agression de la Chine à tout moment.
Nous voulons faire en sorte que pour la Chine, aucun jour ne soit jamais propice à une invasion de Taïwan. C'est la meilleure garantie pour la sécurité de Taïwan et la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Valérie Niquet, comment on peut évaluer ce risque? Il faut peut-être rappeler que ce n'est pas si simple d'envahir Taïwan. Oui, déjà pour commencer. Alors, Marianne pourra peut-être répondre mieux que moi sur la partie opérationnelle, mais il faut toujours rappeler que le détroit de Taïwan, c'est quand même plus de 180 en kilomètres, c'est pas des milles nautiques, mais donc c'est quand même très large, ça n'est pas l'Angleterre et la France, ça n'est pas le Pas-de-Calais. C'est 5 fois, la distance entre l'Angleterre et la France. En 1944 a quand même demandé une préparation absolument considérable, des moyens logistiques. Et en fait, une des raisons, donc c'est compliqué d'envahir Taïwan, ça ne serait pas une opération, et même si on imagine une frappe de décapitation avec des missiles dont personne ne se serait aperçu, ce qui est quand même une hypothèse un peu difficile à prendre en compte, eh bien un jour ou l'autre, il faudra bien débarquer à Taïwan, et dans une situation de très grande vulnérabilité, parce que je ne suis pas certaine que la Chine réussisse à maîtriser totalement le ciel au-dessus du détroit, et même le détroit lui-même. Donc c'est quand même une aventure extrêmement risquée. Et une des raisons de la purge de Zhang et d'autres, c'est peut-être... alors on parle de son expérience militaire qui est quand même assez limitée et pas très réussie, mais enfin c'est vrai, c'est un des seuls à avoir combattu, Zhang. En revanche... il a peut-être essayé de mettre un bémol sur les capacités. Vous voyez ces photos, en Chine, on adore montrer voilà, des beaux uniformes, des grands porte-avions. Oui, il y a des défilés militaires qui sont là pour impressionner. Oui. Voilà, et on se convainc peut-être soi-même, Xi Jinping, je suis à la tête d'une armée extrêmement puissante, et il est tout à fait possible que ces militaires lui aient dit, écoutez, attention, parce que à l'épreuve du feu, face aux États-Unis potentiellement, pour une armée qui n'a jamais fait la guerre, et encore moins une guerre moderne, depuis même pas 1949, mais même avant, c'était une milice. Donc ils n'ont aucune expérience du combat moderne. Ça va très vite, la logistique, ça va très vite, la prise de décision. Alors on peut demander à une IA de tout décider, nourrie par qui ? Nourrit comment? Enfin, je veux dire, l'IA n'est pas seule. Donc, est-ce que Xi Jinping qui va nourrir son IA pour lui donner des scénarios? Enfin, ce que je veux dire, c'est que la situation, il prendrait un risque absolument énorme, et c'est possible que ces généraux lui aient dit que ce serait très très risqué et qu'il n'ait pas envie d'entendre cette réponse, effectivement. Alors, deux questions de réaction de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Riyad qui nous écrit de Lille, à quoi ressemblerait un échec chinois dans une tentative d'invasion de Taïwan, comment ça affecterait la région, les relations avec les alliés. Et puis Malik qui nous écrit du Havre, l'armée chinoise n'a pas de, ça rejoint ce que vous disiez, n'a pas de réelle expérience sur le terrain. À quel point est-elle prête à combattre quand dit la spécialiste de géopolitique que vous êtes? Non, mais je rebondis effectivement sur ce qu'a dit Valérie. Ça me fait étrangement songer cette situation. Vous savez, cette petite phrase lors du premier mandat de Donald Trump où l'on disait « Mais mon Dieu, il y a de moins en moins d'adultes dans la pièce, voyez-vous ». Et on est dans cette situation avec ce degré d'imprédictibilité qui caractérise quand même le leadership chinois, et encore une fois, les capacités réelles de cette armée qui, effectivement, depuis le Vietnam, la guerre sino-vietnamienne, qui je crois... Mais il y a quand même pardon de vous interrompre, on est dans une phase quand même de production d'armes assez intensive. Alors je ne sais pas quelle peut être l'efficacité de ces armes chinoises. Les Chinois sont très doués pour produire massivement du bateau. La question, c'est après la mise en œuvre, c'est très complexe. On sait que les Chinois aujourd'hui n'ont pas véritablement ces capacités opérationnelles d'action conjointe. Il y a des exercices, mais qui sont montés en parallèle. Donc Marianne Pérondoise, on est quoi dans une espèce de surestimation de la puissance militaire chinoise? En fin de compte, il y a la dimension opérationnelle et la dimension connaissance du terrain et connaissance des conditions d'un champ de bataille et d'une expérience réelle, ce que l'on voit tous les jours avec les affrontements entre l'Ukraine et la Russie. Et l'on voit très concrètement à quoi ça ressemble, un affrontement vraiment sur le terrain. Même si les conditions, effectivement, entourant Taïwan fait que l'on imagine, effectivement, c'est une île, donc un embargo peut-être serait la solution retenue, donc un pourrissement de
la situation sur le long terme, parce que votre auditeur a posé la question de l'échec, mais Xi Jinping, me semble-t-il, ne peut pas se permettre un échec. Donc il lui reste quand même suffisamment de rationalité pour concevoir que si, d'ailleurs après ce limogeage, sur le sens duquel on continue à s'interroger, il ne va pas prendre l'initiative d'une escalade et en fin de compte d'une offensive militaire qui pourrait se heurter à un échec. Pierre-Antoine Denet, ce serait quoi justement un échec pour répondre précisément à la question qui nous a été posée d'abord, par si Riyad. c'était effectivement une guerre chaude, encore une fois, je pense qu'elle n'aura pas lieu avant longtemps si elle a lieu, cela ferait un nombre de morts considérable. Ça se compterait par centaines de milliers. Là, je pense que les experts sont unanimes sur la question. Ça, c'est un, y compris bien sûr côté Chine populaire, dans des foyers où souvent il y a un fils unique. Donc ce serait terrible. Le coût social, terrible. Le coût économique serait absolument planétaire. C'est surtout ça. Dans la mesure où ça causerait une chute dramatique du PIB dans l'ensemble du monde, du fait de la position stratégique de Taïwan et du détroit de Taïwan, où transite une bonne partie du commerce mondial, sans compter les semi-conducteurs et autres. Alors les semi-conducteurs, Taïwan, c'est quasiment c'est un monopole. 93% des semi-conducteurs de dernière génération, c'est à 3 nanomètres et moins. Alors, d'autre part, sur le plan, un échec de l'armée populaire de libération sur le plan intérieur en Chine serait, pour le Parti communiste, un désastre intégral. C'est l'effondrement. Ce serait l'effondrement et ce serait un véritable suicide collectif de tout l'appareil politique chinois actuel. Donc ça, il en a conscience. Donc là, je rejoins ce que vous disiez. Pour le moment, il est rationnel, il est tenu à cette rationalité, parce que le pari est considérable. Alors, ceci étant dit, les scénarios sont multiples. Vous avez parlé effectivement du blocus de Taïwan. Ils ont démontré à plusieurs reprises qu'ils seraient en capacité de le faire, mais ça n'est pas si simple. Ça n'est pas 2 jours de dispositifs militaires qui prouvent cela, loin de là. On parle de l'arsenal nucléaire chinois dans une minute, mais peut-être un mot, parce qu'il y a des élections à Taïwan qui vont d'ailleurs coïncider avec les élections américaines. C'est dans 2 ans, c'est ça, Valérie Niquet? Ça peut peut-être être ça aussi le pari de Xi Jinping, c'est plutôt d'obtenir un régime qui lui serait plus conciliant, plus favorable. C'est un pari qui n'est pas nouveau. L'avenir radieux est toujours plus éloigné. Et dans le cas de Xi Jinping, l'avenir radieux, c'est que le parti, entre guillemets, indépendantiste, puisqu'il ne revendique pas véritablement l'indépendance, perde le pouvoir à Taïwan au niveau de la présidence, puisque déjà il y a un problème de majorité au niveau du yuan législatif, et qu'il soit remplacé par le Kuomintang, qui est le parti nationaliste, qui est au pouvoir en République de Chine depuis Chiang Kai-shek et qui a beaucoup évolué, c'est plus du tout le même, mais enfin qui est prêt plus ou moins à reconnaître qu'il n'y a qu'une seule Chine, sans dire quelle est la Chine. C'est-à-dire que ça peut être la République de Chine pour eux, et puis évidemment pour Pékin, ça sous-entend que c'est la République populaire de Chine, mais ils s'entendent sur ce principe d'une seule Chine, que Lai Ching-te et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas céder. Mais cette alternance, elle est possible. Bien sûr qu'elle est possible. Elle est possible. Elle est possible, d'autant plus que s'ajoute à Taïwan, outre personne n'a envie d'être réunifié entre guillemets avec la Chine populaire, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes économiques, des interrogations, et que le Kuomintang peut apparaître comme un parti d'opposition qui a déjà été au pouvoir, qui peut expliquer qu'avoir des relations qui fonctionnent mieux avec Pékin, c'est bon économiquement. Donc c'est pas du tout exclu. Allez, il nous reste une dizaine de minutes. On va parler, comme promis, de l'arsenal nucléaire, la puissance nucléaire de la Chine. C'est Quentin Calmet qui nous rejoint tout de suite. Bonsoir Quentin. Bonsoir, merci Thomas. de participer à notre débat. On va s'intéresser à la réaction américaine. Les États-Unis qui ont jeté un pavé dans la mare au moment où ces derniers garde-fous internationaux, il faut se passer dans ce contexte, contre les armes nucléaires. Ces garde-fous, ils sont en train de disparaître. Exactement. Thomas DiNanno, c'est son nom, un haut diplomate américain, sous-secrétaire d'État chargé du contrôle des armements, s'en est pris à la Chine il y a 10 jours. Il a évoqué le dernier traité de non-prolifération des armes nucléaires, le traité New START, ce traité signé en 2010 qui a expiré le 5 février dernier, ce qui marque la fin, on le comprend, du cadre de limitation, de vérification des arsenaux nucléaires stratégiques entre les États-Unis et la Russie. Selon donc Thomas DiNanno, ce traité représentait des lacunes, notamment car il n'incluait pas la Chine. Écoutez ce qu'il a dit à l'ONU il y a 10 jours. China's entire nuclear arsenal
L'arsenal nucléaire chinois n'est soumis à aucune limite, aucune transparence, aucune déclaration et aucun contrôle. L'officiel américain qui est allé encore plus loin, il a accusé la Chine. Il a dit « Aujourd'hui, je peux révéler que le gouvernement des États-Unis sait que la Chine a effectué des essais d'explosion nucléaire, y compris des préparatifs pour des tests avec des puissances désignées de plusieurs centaines de tonnes. La Chine aurait ainsi effectué un essai nucléaire en juin 2020 en utilisant une technique permettant de réduire l'efficacité de la surveillance sismique lorsqu'il y a un essai nucléaire. » Et d'ailleurs, le New York Times a publié des images satellites d'installations nucléaires secrètes dans la province du Sichuan. Exactement, le journal a publié cet article dimanche dernier, New York Times, qui explique photos satellites à l'appui que la Chine serait en train d'accélérer, de moderniser son équipement nucléaire avec 2 types d'usines. D'un côté, la fabrication de cœurs de plutonium pour ogives nucléaires, mais aussi de puissants explosifs. Le journal qui publie par exemple des avant-après, ce cliché, 2024 à gauche, 2022 à gauche, 2026 à droite, on voit que le site s'est agrandi. Cela pourrait être simplement pour améliorer les conditions de sécurité dans l'usine, mais selon un expert cité dans l'article, cela pourrait également être lié à un besoin de place pour produire de nouvelles armes et aussi des missiles tirés depuis des sous-marins. Alors évidemment, c'est intéressant d'avoir la réponse chinoise. Qu'ont-ils répondu à cet officiel américain? La Chine a démenti les allégations de Thomas Dinano, dont je parlais au début, les qualifiant de mensonges purs et simples. Selon elle, les États-Unis chercheraient à se créer des prétextes pour justifier la reprise de leurs propres essais nucléaires. La Chine a exclu de participer à ce stade, je cite, à des discussions sur le désarmement nucléaire, soulignant que les États-Unis et la Russie ont des arsenaux bien plus importants. Il est vrai que ces 2 pays concentrent à eux 80% des ogives nucléaires mondiales, mais que la Chine rattrape son retard à grands pas. Merci beaucoup, Quentin. Marianne Perron-Doise, j'entendais Quentin parler de ces accords de non-prolifération nucléaire, ils appartiennent à un monde ancien? Oui, en fait, ils ont été pris dans une logique de guerre froide. Effectivement, la Chine ne représentait pas une menace extrême à ce moment-là. Ils ont été prolongés, on s'en souvient. Y avait-il la possibilité d'une nouvelle prolongation sur certains aspects? Peut-être, mais en tout cas, ni la Russie ni les États-Unis n'ont saisi cette occasion. Et effectivement, comme le disait votre collègue, la Chine est dans une logique de rattrapage. Elle est dans une logique de modernisation pour au moins rattraper les capacités des États-Unis, sans doute les dépasser dans un certain nombre de domaines. Et c'est vrai que pour l'instant, elle dispose de 600 ogives nucléaires pour peu que l'on ait le chiffre exact. Ça me semble assez crédible. Et c'est vrai que les États-Unis, eux, en possèdent 3700 selon les chiffres affichés, et plus encore la Russie. Donc on comprend que ce différentiel ne convient pas à Xi Jinping, qui a vraiment fait de la modernisation des forces militaires et de tout l'éventail des capacités sont une priorité. Donc il y a une certaine, en tout cas logique, je n'excuse rien en disant cela, à voir la Chine accélérer ou en tout cas mettre l'accent sur sa production nucléaire pour avoir plus de têtes nucléaires, puis avoir plus d'ogives. Oui, vous parliez, Pierre-Antoine Denet, de cette opacité du régime. Est-ce que ça vaut particulièrement pour l'arsenal nucléaire ou est-ce qu'au contraire, il y a une volonté quand même de laisser fuiter, de communiquer pour montrer la volonté de rattraper et montrer la puissance? Outre l'opacité, je pense que le régime chinois est aussi roi en la matière de la dissimulation. Oui. Donc, ces études sur le développement de l'armement nucléaire chinois, américaine, elles remontent à quelques années. Et je me souviens que le Washington Post avait déjà montré des photos très précises du fait que les silos se multiplient. Alors, il y a les vrais et les faux, parce qu'il y a les faux qui sont des leurs. Et donc, à l'évidence, la Chine a le souhait de rattrapage, comme vous le disiez. Ceci étant, je soulignerai quand même que, elle a toujours dit que jamais en première frappe. Et deuxièmement, la Chine a toujours été plutôt langage de la raison auprès de Poutine quand il a menacé l'Occident de ses armes nucléaires. Et là, franchement, ça a été de façon régulière. Alors là, je vous rejoins effectivement en disant que finalement, c'est un phénomène assez naturel que la Chine, vu sa dimension, sa géographie, sa population, ait le souhait d'un rattrapage. Et ce rattrapage est valable sur tous les plans, sur le plan militaire. Mais quand même,
On parle du domaine nucléaire où effectivement les États-Unis posséderaient 3700 ogives. Oui. La supériorité militaire américaine, dans à peu près tous les domaines, reste quand même la norme aujourd'hui. Ouais. Allez, tiens, il y a un dernier élément que je voudrais vous proposer pour conclure. On a évoqué la réaction, la réponse américaine. Regardez cette vidéo en chinois d'1 minute 40 qui a été publiée sur la chaîne YouTube de la CIA. Regardez, c'est déjà mise en scène d'un officier chinois imaginaire qui décide de contacter l'agence de renseignement américaine après être arrivé à la conclusion, je cite la vidéo, que la seule chose que les dirigeants protègent en Chine, ce sont leurs propres intérêts. Leur pouvoir repose sur d'innombrables mensonges. Et puis alors le texte en chinois, il s'accompagne d'un appel. Disposez-vous d'informations sur des dirigeants chinois de haut niveau? Êtes-vous un officier militaire ou avez-vous des liens avec l'armée? Travaillez-vous dans les domaines du renseignement, etc. etc. Veuillez nous contacter, nous voulons connaître la vérité et on vous propose de joindre la CIA en toute sécurité via son service caché sur un navigateur sécurisé. Alors évidemment, ça nous titille parce qu'on est dans le monde de l'espionnage, etc. Mais Valérie Niquet, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, mais est-ce que ça peut porter une vidéo comme celle-là ? Alors, dans un pays que vous nous avez décrit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire avec un ressentiment, avec la corruption, avec tout ce dont on parle. De toute façon, on l'avait vu déjà à l'époque soviétique et puis même en Chine, qu'on choisisse les États-Unis ou d'autres pour des raisons que ce soit pécuniaires ou idéologiques, ça a toujours existé. Et puis c'est un régime qui provoque beaucoup d'insatisfaction. Et la CIA a beaucoup essayé, a été très présente en Chine. Elle a subi des revers importants. Oui. Ça peut séduire. Moi, à mon avis, c'est quelque chose qui peut effectivement séduire. Ouais. Marianne Perron-Doise, c'est classique de la CIA ou c'est quand même assez exceptionnel de publier une vidéo comme celle-là? Bon, la CIA, on sait qu'elle est très active et qu'elle recrute. Ouais. Elle le fait peut-être d'une façon, je dirais, un petit peu plus discrète. Oui, mais peut-être a-t-elle, elle aussi, envisagé de faire de la diplomatie publique de façon à traiter sous un mode un petit peu de dérision un sujet qui pourrait être assez réaliste, en fin de compte, recruter. Et peut-être qu'on instille une petite inquiétude du côté du régime chinois en laissant sous-entendre que ça a pu être possible. Et donc on passe à une échelle où on ne craint pas d'être public. Le débat est quasiment terminé. Jean-Sébastien et puis Antoine. Il y a quand même une inquiétude, on voit chez les dirigeants chinois, chez Xi Jinping, probablement sur la stabilité, la longévité de ce régime autoritaire. Parce que tout à l'heure on parlait d'élections, une des raisons pour lesquelles Taïwan horripile la Chine, c'est parce que Xi Jinping ou d'autres expliquent que le confucianisme n'est pas compatible avec la démocratie. Or, à Taïwan, il y a une démocratie. Oui. Bon, allez, désolé, je voulais vous redonner la parole, mais s'il y a la musique, c'est que le débat est terminé. Merci beaucoup. Je vais surtout prendre le temps de citer vos livres. Marianne Perron-Doise, Géopolitique des mers et des océans, c'est donc apparaître prochaine. Alors là, on a celui de Valérie Niquet, on n'est pas dans le bon ordre. Je vais vous suivre en régie. Donc, Valérie Niquet, Taïwan face à la Chine, on l'a vu, vers la guerre, point d'interrogation, chez Talandier. Ensuite, vous avez lequel? Allez, je vous suis. Alors ça, c'est lequel? Je le vois évidemment et du tout. Survivre libre, c'est le livre de Pierre-Antoine Donnet et on est aux éditions Nevikata. Et donc, Marianne Perron-Doise, je crois qu'on n'a pas la jaquette. C'est pour ça qu'on ne peut pas la montrer, parce qu'il est à paraître. Géopolitique des mers et des océans aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup encore une fois à tous. À très bientôt sur notre antenne. Je vous dis à demain, 18h, 22h. Et notez que c'est l'ancien président du Conseil européen, Charles Michel, ancien Premier ministre belge, qui sera l'invité d'Oriane Mancini demain sur notre antenne. Salut!